Hello and welcome to the channel. Today we are at Éclair TV and Éclair TV and Éclair FM, or Éclair FM, Éclair TV. On fait pas tout en anglais, non. On reçoit aujourd'hui un artiste fort sympathique que j'ai rencontré il y a quelques années et qui n'a cessé d'évoluer, de grandir, autant sur le plan de sa carrière que sur le plan de son travail, de ses expositions, de son engagement aussi. La dernière chose que j'ai vue de lui, c'est une fresque qu'il a faite à ce qui est maintenant une institution pratiquement qui est au CAC. Jérôme Sainte-Luce, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi aussi de m'avoir invité. On commence toujours un petit peu par une petite biographie pour essayer de comprendre qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, pourquoi tu fais ça. Et toi, tu es non seulement né à Trois-Rivières, non, je suis pas né grandi à Trois-Rivières, imprégné de Trois-Rivières, mais tu es né où alors? Alors, je suis né à Perpignan. Tu es né en France? Oui. Ah, tiens. Donc les souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs de neige. Et de béton, puisque je pense qu'on vivait dans... Je dis je pense parce que je me fie beaucoup à mes souvenirs. Et ensuite, mes parents ont décidé de rentrer en Guadeloupe, à Trois-Rivières. Donc toi, c'est pas toi qui as décidé de rentrer, en fait? Non. Donc il n'y avait pas une prise de conscience, c'est ce que je me demandais aussi. C'est-à-dire que j'étais très jeune. Je suis né à Perpignan, mais quelques années, à peine 6 ans, j'étais déjà en Guadeloupe. Mais tu as appris à lire où? Concrètement, je crois entre les deux. Même les souvenirs de lecture que j'ai beaucoup plus, c'est à Trois-Rivières, en Guadeloupe. C'est ça. Donc je suis retourné très petit. Et pour moi, quand je suis venu à ton atelier, tu avais un atelier dans une maison qui était dans un morne. Oui. Et j'ai toujours gardé cette idée de morne. De morne, oui. Après, c'est vrai que chez mon père, par exemple, à Montchappé, Trois-Rivières, c'est vrai que nous, on ne vivait pas loin d'une rivière et effectivement, il y avait une grande montée. Après, c'est vrai que c'est un lieu qui m'a toujours fasciné, puisque c'est un lieu déjà presque désert, puisque c'est un lieu de campagne. Quel lieu? Ça s'appelle Tête Canal. Donc là, une section de Trois-Rivières. Donc c'est vraiment une section à l'extrémité et ça monte, c'est pratiquement la montagne. Donc on a souvent du brouillard on le voit pas, on est carrément dedans. Mais même Trois-Rivières même, c'est un peu une terre de morne. Parce qu'il faut monter par là, monter par-ci, descendre, prendre le bateau. Je trouve qu'il y a des mornes, il y a aussi des descentes et il y a aussi des plateaux. Mais c'est la même chose? Il y a aussi des plateaux aussi. Mais c'est vrai on a quand même des montées. Je te dis ça parce que c'est quelque chose que je retrouve dans ta peinture, mais dans une façon dont on ne se rend pas forcément compte, sauf si on cherche. Et en réalité, la question se pose souvent de savoir s'il y a une sorte de composante naturelle dans la peinture des artistes de Guadeloupe ou de Martinique. Et Édouard Glissant disait que une chose qu'on retrouve, c'est une sorte de verticalité. Mais moi, la verticalité, c'est quelque chose que... moi, j'assimile à l'élévation chez moi, parce que moi il y a toujours l'idée de sortir du corps, de sortir de l'état qu'on est pour monter. Il y a toujours l'idée où on monte en fait. Moi c'est plutôt ça que j'ai, c'est toujours le mouvement de s'élever, donc il y a toujours ce geste graphique où on se lève pour aller où, on ne sait pas, mais effectivement, il y a toujours une idée de verticalité que j'assimile à l'élévation. D'élévation. Voilà. Oui. Et donc, né à Perpignan, c'est ça? Oui. Tu reviens, mais tu repars. Je repars quelques années après, oui. Mais là, bonnes années après. Là, c'est pour les études. Donc, après Rivière des Pères. Oui, voilà. C'est-à-dire que pendant mon enfance, j'ai découvert ces fameuses gravures où c'était mon compagnon de jeu, parce que je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais tu parles des gravures qui sont sur les roches, roches gravées, les fameuses roches gravées de Trois-Rivières. Voilà, parce que moi, du côté de Trois-Rivières, où j'habitais chez ma mère, les roches gravées, je n'avais pas besoin d'aller au parc de Trois-Rivières, au parc du bourg de Trois-Rivières, pour les voir, puisqu'on a la particularité à Trois-Rivières de voir des pierres à l'état naturel
dans leur lieu même. Et moi, il y a un sentier. Et quand tu dis des pierres, tu veux dire les pierres qui sont là sont gravées, quoi. Ils sont gravés, voilà. On les retrouve dans la nature, notamment sur le sentier de la Grande Pointe. C'est un sentier que j'empruntais beaucoup lorsque j'étais enfant, et je voyais ces fameuses gravures. Et donc tu les as toujours vues avec toi, elles ont toujours été avec toi, avant même que tu saches vraiment ce que c'était, quoi. Ce que c'était. Donc ça faisait marcher mon imaginaire. Bon, en fait, ça stimulait mon imaginaire parce que du coup, ça devenait mes compagnons de jeu. Je les imaginais, je les interprétais, etc. etc. Et comment tu rentres à Rivière-des-Pères? Je rentre à Rivière-des-Pères parce que j'ai rencontré Nabajot, monsieur Nabajot Antoine, qui était mon prof à Trois-Rivières, au collège. Ton prof d'art plastique. Voilà, mon prof d'art plastique. Et c'est lui qui m'a vraiment... parce que bon, j'aimais cette matière-là, mais il m'a vraiment fait comprendre que, pourquoi pas... voilà, il y a des lycées spécialisés que tu peux faire et il y a moyen d'aller dans cette direction. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué. Et j'ai tout fait pour aller au lycée Rivière-des-Pères pour faire la section art appliqué. Voilà, explique-nous comment ça se passe. Alors déjà, c'est quoi? C'est seconde, première? C'est première, terminale? C'est seconde, première, terminale. Alors la section art appliqué, bon, il y a une section art plastique à Gerville, mais moi je voulais vraiment la section art appliqué puisque c'est... on apprend du design, on apprend comment un objet est formé, l'aspect marketing, etc. En même temps, il y avait de l'art plastique, mais je trouvais qu'il y avait une complémentarité que j'avais besoin en termes techniques, etc., etc. Comprendre l'image, parler des couleurs, etc. Et c'est pour ça, bon, ça a été mes meilleures années, je pense. Ah oui. J'ai le sentiment, quand même, que Rivière-des-Pères, c'est un nom que j'entends de temps en temps. Donc j'en ai déduit que c'était quelque part en format. Je ne savais pas bien si c'était un lycée, un collège ou un centre. Lycée, ouais. C'est un peu comme il y a un centre des métiers d'art aussi à Bergevin. Et j'ai le sentiment que ces endroits ne sont pas très bien impliqués dans la vie ou dans le monde de l'art après. Même la section art plastique de Basse-Terre ou celle de Bainbridge, on a l'impression qu'il y a une scission, c'est-à-dire qu'il y a l'école d'un côté qui est fermée et le monde de l'art. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce que j'ai raison? On peut aussi s'interroger si au niveau des écoles, s'ils sont peut-être ouverts aussi, s'ils font par exemple des projets qui soient ouverts aussi à l'espace tout près, quoi. Moi, je sais que quand j'y étais, on a travaillé sur des projets, mais c'est vrai que je trouve que peut-être une ouverture un peu plus s'insérer carrément dans des programmes, je sais pas moi, artistiques sur place, ça peut être stimulant aussi, que ce soit pour les élèves ou même les enseignants. Mais c'est vrai que nous, bon, c'est vrai que ça date aussi, mais c'est vrai qu'il manque cette dimension d'aller vers... Parce qu'après, quand tu quittes Rivière-des-Pères, tu pars en France. Ouais, on est tout de suite. Et pourquoi pas la Martinique, par exemple? C'est vrai que la Martinique, j'y ai pas... C'est vrai que j'ai pas vraiment pensé, puisque moi, je voulais vraiment faire les arts appliqués. C'est ça. Puisque bon, de toute façon, les arts appliqués, je faisais de l'art plastique, il y avait de la matière art plastique, mais j'aimais aussi tout ce qui était design, graphisme, etc. Et je voulais vraiment me diriger vers ça, quoi. Et c'est pour ça que j'ai opté pour une école à Paris. Et donc tu pars à Paris et tu as ton diplôme à Estienne, c'est ça? Oui. Et tu es en Espagne? Alors en ça, c'est Ardèche, juste après. Explique-nous tout ça. Puisque bon, en école de design, bon, en fait, il me manquait. Après, je me suis rendu compte qu'il me manquait cette dimension matière. C'est-à-dire, ça me manquait j'avais besoin de toucher la peinture, de vraiment travailler la peinture, de travailler la composition et de travailler avec des peintres.
Et pendant que j'étais en France, j'ai profité pour rencontrer des peintres et d'aller faire des stages dans des ateliers. C'est pour ça que j'ai rencontré Jean-Pierre Pofila, qui est un peintre qui n'a rien à voir avec mon style, si on peut parler de style, mais lui, il m'a plus apporté cette notion de composition de l'image et puis la matière peinture. Parce que c'est vrai qu'en école, on n'avait pas trop ce côté matière. On a une petite vidéo de tes fameuses pierres gravées. On va regarder. Ça, ce sont des images que tu as prises toi-même? Ce sont des images pas très loin de chez moi que j'ai prises. Et donc c'est ça, c'est pas dans le parc, c'est vraiment les choses de ton environnement immédiat. C'est mon environnement immédiat, voilà. Et alors ça revient dans ton travail en art appliqué, ou est-ce que ça revient plus tard quand tu reviens? Tu reviens quand, en 2009, ou quand est-ce que tu reviens finalement? Je reviens en 2007, même avant, hein, 2005. C'est vrai que je reviens, je repars aussi, hein. Je repars pas mal, mais oui, je suis déjà là en 2005. Oui. Et ces images, ces dessins reviennent dans ton travail à quel moment? Est-ce que tu les as utilisés aussi en art appliqué dans des... Non, je ne les ai pas utilisés en art appliqué. J'y ai pensé, mais j'avais pas encore ce déclic. Et puis surtout, moi, après, quand je suis rentré ici, j'admirais les peintres que je voyais ici. Je voyais vraiment la culture ici. Et je me suis posé la question, mais voilà, tu as fait des études, tu as eu des connaissances, mais qu'est-ce que toi, tu vas apporter en plus si tu peins? Qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi tu fais ça? Et c'est vrai que je suis resté pas mal d'années à essayer de me chercher, puisque je voyais pas l'intérêt de me mettre à faire de la peinture si j'avais pas quelque chose à dire. Et c'est vrai que le graphisme, toutes les gravures, ça m'est venu naturellement, puisque finalement c'était une évidence. Mais ça t'est venu naturellement, mais dans le sens où tu t'es juste mis comme ça, ou tu as décidé, bon, je vais faire ça? Non, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours dessiné ça. T'as toujours dessiné ça? J'ai toujours dessiné au niveau du graphisme des choses qui s'approchent, faire des réinterprétations du graphisme. Mais j'avais jamais osé le mettre dans mes travaux, par exemple, d'école. Ni peut-être de les exposer en tant que Ni de les exposer. C'était resté un peu comme des gribouillis. Voilà. Voilà. Et je pense aussi, je m'étais jamais posé la question aussi de l'engagement personnel que j'ai aussi par rapport à mon travail, par rapport à moi, etc. Toutes ces questions qu'on se pose, existentielles, etc., où on se situe, pourquoi on vit, etc. Et c'est le retour en Guadeloupe, tu penses, le fait d'avoir été là-bas, de revenir, est-ce qu'il y a un sursaut de questionnement identitaire? Je pense oui, parce que du coup, je regardais aussi ce que faisaient les peintres ici, et ils ont tous quelque chose. C'est-à-dire, il y a une singularité. C'est-à-dire, on ne sort pas de l'école et on ne reproduit pas ce qu'on a fait à l'école. Et moi, c'est quelque chose que je voyais et je me suis posé la question, mais c'est quoi cette... Forcément, tu as une singularité. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que quand tu allais dans les expositions, dans les musées, etc., en France, en Ardèche, ou en Estienne, ou à Paris, je suppose, tu étais entouré d'une certaine esthétique. Et quand tu es arrivé, tu t'es dit, tiens, c'est différent ce qui se fait ici, c'est ça? Déjà, ici, j'ai trouvé que c'est différent, mais je trouvais aussi la singularité chez les autres peintres en Europe. C'est pas la même singularité, mais c'est vrai quand je suis arrivé ici, et puis il y a la question aussi que en tant que noir, en tant qu'antillais, ici ou là-bas, ici et là-bas aussi, mais ça m'est venu beaucoup plus ici. Ah, tu veux dire ce questionnement-là, ton questionnement personnel, c'est-à-dire c'est la question identitaire, c'est-à-dire est-ce que c'est une des questions que j'avais pour un petit peu plus tard, mais c'est-à-dire est-ce que le choix de tes œuvres doit prendre en compte tout ça? En fait, c'est pas droit à prendre. Je pense que ça vient comme ça en fait. C'est-à-dire, je me suis pas dit tiens, il faut que je fasse un truc identitaire.
Je ne sais pas. Oui. Non, Si on va ça revenir. n'aurait pas de sens. Mais c'est vrai que c'est venu naturellement. C'est des questionnements qui sont naturels. Et puis je pense même la réponse, il ne faut pas qu'elle soit biaisée par une obligation quelconque. Parce que moi, j'aime pas les obligations. Je trouve que c'est pas spontané et c'est pas naturel. T'aimes pas les obligations. Je voudrais faire un petit retour rapide comme ça sur tes expositions. Comment ça commence en fait, puisque tu fais art appliqué, tu pars en France, tu reviens, il y a un moment où tu vas, tu viens. Et j'ai une date ici, en 2009, tu deviens formateur. Et tes expositions commencent quand? Je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, cette exposition-là... Ben, c'est 2009, c'est la première exposition, enfin c'est pas la première, mais pour moi c'est vraiment la première, qui s'appelle Les âmes gravées, en référence des roches gravées. Et c'est vraiment... Et c'est où? Alors cette exposition-là, c'était à Fort Fleur d'Épée, en 2009. Et c'est une exposition personnelle? Personnelle, oui. Et c'est pour moi la première exposition où vraiment tout ce que j'avais griffonné étant enfant, ensuite, tout le processus d'arriver ici, etc., c'est là que c'est un premier jet, une première expo. Et après? Et après, il y a eu plusieurs, les âmes gravées, Basse-Terre, etc. Ah, donc la même expo, tu l'as faite dans différentes communes? Oui. Ok. Et ensuite est venu l'Esprit Nègre. Oui, mais après, je voulais juste... Quelles autres expositions? Parce que ton travail, j'ai le sentiment qu'il a évolué à mesure des expositions aussi. Alors j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait des expositions à Paris, je suis parti faire des salons, mais c'était toujours toute cette thématique, toujours la même thématique, les âmes gravées, etc. Ensuite, j'ai fait des expositions en Martinique, collectives aussi, notamment en galerie. Des expositions ici aussi, pour leur faire des salons, etc. Et puis voilà, toutes ces expositions-là ont amené aussi, je pense, une évolution de mon travail. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai suivi un peu, je pense, la plupart de tes expositions, pas tout, et j'ai constaté clairement une évolution des œuvres, de la façon dont tu peignais, etc. Mais aussi, quelque chose qui était assez remarquable, c'est que tu vois, même quand tu parles ici, tu es posé, presque humble, mais en même temps, on a le sentiment d'une sorte de détermination naturelle. Comment tu gères ça? Comment je gère ça? On a le sentiment que tu en plus d'une détermination, on a le sentiment d'une certaine assurance. C'est-à-dire que tu sais qu'il faut faire ça et que voilà, qu'on ne peut pas te détourner. Non, parce que je sais que c'est moi, donc je sais qu'il faut faire ça. Parce que aussi, quand je peins, je suis en confiance. J'assume pleinement ce que je fais. Donc du coup, je suis à l'aise avec ce que je fais. Et c'est vrai que, voilà, je sais plus... Oui, il y a une forme de détermination, mais je parlerai plus de passion et d'engagement quelque part. Ouais. Est-ce que le reste autour de toi, c'est pareil ou pas? C'est-à-dire le reste. Est-ce que tu es aussi déterminé pour tout? Non, je ne suis pas déterminé pour tout. Je suis pas déterminé. Moi c'est la passion qui me porte en fait. Et c'est vrai que c'est un problème parce que quand je ne suis pas passionné, j'ai vraiment du mal à... Enfin, je suis comme un enfant. Il faut que ça m'intéresse et que ça me passionne. Et la peinture, même le fait de dessiner, plus que la peinture, mais le fait de dessiner, c'est vraiment un espace où je pars de rien et c'est vraiment un terrain de jeu. Et j'accepte les accidents, j'accepte tout. Et je sais pas vraiment où je vais, mais... les accidents picturaux. Graphiques, oui. Graphiques. Explique-nous. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse dans un dessin, c'est provoquer... C'est déjà de ne pas avoir de plan.
Et les accidents, c'est de ne pas les cacher. C'est-à-dire tout ce qui est graphique, tout ce qui n'est pas, entre guillemets, joli ou dans le bon sens, c'est là que ça va m'intéresser. Voilà. Et est-ce que ça a commencé avec du dessin? Parce qu'il y a une grande partie avec du dessin. On en a quelques-uns ici. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution, qu'il y a eu d'abord les dessins et après la peinture? Ou comment est-ce que la couleur est arrivée? Alors, il y a eu d'abord les petits dessins enfantins. Ensuite, il y a eu la peinture. C'est ce que tu appelles enfantin? Non, ça c'est plus récent. Après. Oui. Il y a mes dessins d'enfance, oui, qui pour moi sont chers. Pour moi, ils sont vraiment chers, mes dessins d'enfance. Ensuite, il y a eu la peinture, puisque bon, j'étais aussi, par rapport à mes études, voilà, la peinture. Mais je pense que le dessin, c'est parti d'une envie aussi de travailler dans l'urgence et de travailler des choses de l'ordre instinctif, comme une écriture automatique. Et c'est de là est partie la série L'Esprit Nègre, qui est une série spécialement autour des dessins, dont les dessins qu'on voit à l'écran. Et après, la peinture est arrivée? La peinture a toujours été là. Donc il n'y a pas vraiment de session entre les dessins noirs et blancs à un moment et puis après la peinture après? C'est-à-dire que la peinture a toujours été là, mais c'est vrai que depuis 3 ans, le côté dessin a pris plus d'espace. Ah, donc c'est le contraire. Ouais. Donc tu dessines plus maintenant? Je dessine vraiment beaucoup plus. Sur papier, sur toile? Papier, sur toile, principalement sur papier. Numérique? Numérique aussi, ça m'arrive. Ok. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a de plus en plus d'espace assumé, tu vois. C'est-à-dire que au départ, c'était plutôt plat, mais qu'à force, avec le dessin, la couleur, les traits, que tu crées une sorte d'espace, presque une profondeur. Oui, mais c'est intéressant pour moi puisque moi je travaille en fait sur l'idée d'esprit, l'idée d'âme, et j'aime beaucoup. Moi, quand je vois quelqu'un, je vois pas juste ça. Je vois des choses derrière, j'imagine, il y a tout un truc. Et c'est vraiment important pour moi de dessiner quelque chose, mais qui soit en plusieurs... comme s'il y a plusieurs couches, on peut voir des choses derrière, d'autres choses derrière, etc. Et l'effet de transparence, tout ça, c'est des choses qui ça m'a toujours passionné. Mais je travaille aussi avec beaucoup l'eau aussi, qu'on retrouve beaucoup chez les Amérindiens, et je pense que ça joue aussi beaucoup dans l'idée de transparence, ou je sais pas trop comment expliquer, mais il y a vraiment l'envie de dépasser ou de franchir, je sais pas trop comment expliquer, mais ça me rappelle souvent les œuvres de Bacon, où on a l'impression que le visage a été coupé en tranches et on voit à l'intérieur, en fait. C'est quelque chose un peu qu'on retrouve aussi chez Basquiat. Et pas chez Wilfried Olam? Oui, pas vraiment, parce que Basquiat, lui, il a une dimension où on voit vraiment à l'intérieur. Il va chercher, alors que Wilfried Olam, c'est plus, je sais pas trop comment expliquer. Mais tu vois, ce que je retrouve chez toi et chez Wilfried Olam, bon, il y a le graphisme, mais aussi cette espèce de verticalité, pour reprendre le thème de Glissant, et les jungles, et la profondeur, tu sais, de la forêt. Oui. Tu vois, où tu vas, et puis tu vois, il y a derrière, il y a la lumière peut-être qui sort de l'autre côté d'un arbre et que tu vois de loin, et cette idée de profondeur en fait de la forêt. Oui, c'est un peintre que j'aime beaucoup aussi, et puis son graphisme aussi m'a toujours fasciné. La façon dont il arrive à créer des superpositions, mais créer vraiment, par exemple, le tableau La Jungle, moi je trouve que c'est un super... moi ça me fait rêver. Parce qu'on a l'impression que il y a un effet de profusion, mais en même temps, il y a de l'espace. Au niveau de la composition, il n'y a rien à dire. Moi, je suis fan. Et donc, à un moment, tu dis que
Tout à l'heure, tu me disais, oui, mais il y a aussi le fait d'être antillais ou le fait d'être noir. Est-ce que... Et en même temps, tu dis qu'il n'y avait pas d'obligation. Mais est-ce que, quelque part, quand on est dans un mouvement, est-ce qu'on ne se sent pas un peu obligé, sans ressentir l'obligation, mais tu sais, chacun a cette nécessité peut-être d'appartenir à un groupe. Tu sais, quand tu es à l'école, tu veux jouer avec tes amis, etc. Et cette idée presque... C'est-à-dire que si tu es antillais, il faut que tu te poses la question de l'identité. Est-ce que tu penses que ça peut avoir joué ou est-ce que tu pourrais t'en séparer maintenant? Non, je ne pourrais pas m'en séparer puisque c'est... Pas de se séparer de ton identité. Ah oui, oui. Mais disons de cette question dans ton travail. Si, je pourrais m'en séparer, mais je pense que ça ne serait pas la même chose. Le discours ne serait pas le même. Mais peut-être ça sera mais ça peut être autre chose. Voilà. Mais ça sera moi. Mais peut-être moi autrement. Oui. Autrement, oui. Mais toi, c'est pas que les questions identitaires. Qu'est-ce que tu fais quand tu prépares? Je veux dire, qu'est-ce qui t'intéresse? Ben, ça m'intéresse beaucoup de choses. La musique, le cinéma. Je suis très passionné de musique. Tout ce qui est ambiant, etc., etc. Mais... Tu vois, il y a par exemple, encore une fois, tu mentionnes le fait d'être antillais. Tu sais, tu as des artistes qui sont engagés politiquement. Tu vois. Je pense que dans le titre de ta série, de tes séries, L'Esprit Nègre, c'est en créole. Oui. Le choix du mot nègre aussi, tu aurais pu dire noir. C'est pas pareil. On a tous en tête la phrase de Césaire, le nègre, oui, je suis nègre, le nègre, il t'emmerde, quoi. Oui, c'est sûr qu'il y a cette volonté de... Il y a une volonté dans les mots. Mais il y a une fenêtre ouverte quand même. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté qui est pleinement assumée, qui est, voilà, il y a une identité que je veux porter, que je suis et que je suis pleinement dedans. Mais en même temps, elle est ouverte, puisque l'esprit nègre, je l'explique souvent aussi en l'esprit invisible, etc. Je joue beaucoup sur les métaphores. Donc ça peut être, on peut être dans une dimension très identitaire, tout en étant dans une dimension universelle finalement. Est-ce que tu te sens à l'aise en tant qu'artiste? Ah oui. Est-ce que tu as le sentiment que aussi bien toi que tes œuvres sont comprises et compris? En fait, je me pose pas la question et je pense que pour moi, c'est pas forcément une nécessité que mes œuvres soient comprises. L'important, c'est que moi, déjà, je continue à avoir cette forme de plaisir à faire ce que je fais. Mais c'est vrai que je me soucie pas trop et j'ai pas trop envie de me soucier si c'est compris ou pas ou comment c'est perçu. Pourquoi? Puisque j'ai l'impression que ça joue sur mon espace que je souhaite garder, c'est-à-dire un espace où je suis pas trop pollué par, où je veux pas non plus être influencé par. Il faut que tout soit instinctif. C'est pour ça que je reviens à cette question d'identitaire. Ce qui m'intéresse plus, c'est que ça sorte de façon instinctive. Mais pas que je me dise, tiens, il faut que je fasse une toile, mais il faut que ça ressemble vraiment à quelque chose de carré. D'accord. Mais il n'y a pas que le discours carré, il y a d'autres discours. Oui, il y a d'autres discours. Et il y a d'autres questions. Et toi, par exemple, quand tu dis que ce qui t'intéresse, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Oui, bien sûr. Et ce qu'il y a derrière. Peut-être que tu peux, en te posant des questions, peut-être que tu peux essayer de voir ce qu'il y a derrière toi-même aussi. Mais je sais d'où ça vient. Moi, je sais d'où ça vient. C'est par rapport à mon histoire personnelle et par rapport aux Amérindiens. Quelle histoire personnelle? C'est-à-dire, ça revient toujours à l'enfance. Dis-moi. C'est-à-dire, quand j'imaginais les Amérindiens, j'imaginais un monde de fantômes, j'imaginais des gens transparents, j'imaginais des effets de transparence, des effets de... Et je sais d'où ça sort en fait. Est-ce que c'était une imagination sympathique? Parce que souvent l'esprit vient avec une idée un peu de peur, quoi. Surtout pour les enfants. Oui. Les soucougnants.
les fantômes, etc. Oui, oui. Est-ce que c'était dans ce sens-là ou c'était autre chose? Non, c'était plus dans le rêve. C'était plus Éveillé. dans le mystère, c'était plus dans la curiosité. Mais il n'y avait pas de dimension effrayante. Bon, après, un enfant, on peut se faire peur aussi, mais c'est pas le drame. Au contraire, c'est fascinant. Et donc, tu as le sentiment que l'esprit nègre, c'est ta relation avec les esprits que tu as gardé? En fait, ce sont mes errances d'enfance, mon imaginaire d'enfance que j'essaie toujours de garder, puisque la part d'enfance, c'est vraiment quelque chose que je souhaite vraiment conserver le plus longtemps possible. Et c'est ça un peu qui ressort, c'est cette idée de ce côté instinctif que l'enfant a, ce côté imaginaire, et puis ce côté où on est plongé aussi dans l'espace amérindien et plus, puisque finalement on voit pas que des Amérindiens, en tout cas j'espère, dans mon travail. L'esprit nègre, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu vas travailler encore longtemps, ou est-ce que c'est juste ce qui te définit le corps de... Ben, je sais pas en fait, c'est une question, je sais pas en fait, je sais pas quand ça va s'arrêter, je sais pas... Je sais vraiment pas. Forcément, je pense qu'il y aura une fin. Ça va peut-être prendre. Ou pas forcément. Ou pas forcément. Hein. Est-ce qu'on peut séparer les deux? C'est-à-dire? Nègre d'un côté, esprit de l'autre. Moi, dans mon travail, je le voulais très collé. D'ailleurs, dans le mot, j'ai mis carrément collé. Parce qu'il y a aussi. Ah oui, c'est écrit en une fois? Ouais, parce que c'est plus que de façon linéaire, l'esprit nègre. On peut le prendre aussi comme ça, mais on peut le prendre aussi avec la métaphore, l'esprit des ombres, etc. Donc je voulais jouer sur ces mots-là aussi. Mais c'est vrai que c'est une série qui peut. Je n'ai pas de réponse en fait. C'est vraiment. Au fil du travail, au fil des ans, que je verrai qu'elle... Après, ça ne me dérangerait pas que ça soit éternellement comme ça. Oui. J'ai pas de... Je me pose pas de... Je vais vraiment à l'instant, et surtout, il faut que ça se fasse de manière... je ne sais pas si on peut dire naturelle, mais de manière spontanée. Qu'est-ce qu'on peut dire de la recherche identitaire en général? La recherche identitaire, pour moi, c'est se trouver déjà soi. Mais en général, en Guadeloupe, est-ce que c'est une question qui... Moi, je pense que c'est... Toi, est-ce que, je sais pas, dans tes conversations avec d'autres personnes ou dans ta compréhension de la société qui t'entoure, Moi, je pense que c'est quelque chose d'important, déjà, de se trouver soi, de savoir qui on est. D'où on sort, alors on va toujours dire de savoir d'où on sort, mais c'est encore plus important de savoir qui on est. Ça nous empêche peut-être d'accepter certaines choses, de reproduire des erreurs, etc. Et de comprendre certains mécanismes qui sont liés à des choses, à des choses anciennes. Et comme quoi, par exemple? Parce que si tu veux, quand tu as une recherche qui est personnelle. Oui, bien sûr. Mais en même temps, tu te donnes à voir. Tu vois, donc tes tableaux existent, même ne serait-ce que numériquement, sur Instagram, sur Facebook, tu as une œuvre au Centre des Arts, tu fais des expositions, et donc tu transmets cette quête d'identité. Et est-ce que ce discours ici va jusqu'où, et qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'à un moment, il peut être transcendé, par exemple? Il faut qu'il soit transcendé. Normalement, c'est ça. Il faut qu'il soit transcendé pour pouvoir, pour que les gens puissent être, je pense, épanouis, bien. Et en parlant, en étant proche des Amérindiens, tu t'échappes aussi en même temps d'une partie de l'histoire. Tu vois? Puisque entre les Amérindiens et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Mais l'histoire n'est pas forcément... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe entre maintenant et les Amérindiens qui ne trouvent pas d'écho dans ton travail?
Mais moi, ce qui se passe, c'est l'idée aussi chez les Amérindiens, il y avait l'idée aussi d'une civilisation qu'on voulait exterminer. C'est plus dans le travail qu'on a aussi beaucoup exterminé, même si on retrouve des Amérindiens dans certaines régions. Mais c'est l'idée aussi de mémoire. Hein. C'est plus l'idée de mémoire c'est-à-dire un peuple sans mémoire, une civilisation sans mémoire, c'est quelque chose de... Et je mets vraiment l'accent dessus, c'est-à-dire Marantis, c'est vraiment perdre la mémoire. C'est à ça que j'assimile ça, et je pense que c'est très important, le côté mémoire. Donc aujourd'hui, les Amérindiens, je ne sais plus à la question que tu posais. Oui, ma question, c'est où est dans la recherche de l'identité, dans la recherche d'identité, dans le sens où comment est-ce qu'un peuple se construit et ce qu'il est au bout du compte à la fin de cette construction. Notre construction est basée, ou en tout cas une grande part d'Amérindiens, de ces dessins qu'on a à Trois-Rivières, mais aussi, entre-temps, tu as eu l'esclavage, tu as eu une première abolition, une deuxième, tu as eu la colonisation, tu as eu la départementalisation, aujourd'hui, tu vois bien ce qui se passe. Et donc, on a le sentiment que toutes ces choses-là, soit sont complètement imbriquées dans ce que tu fais, mais on ne le voit pas bien, il faut le secouer, soit quelque part, tu voles au-dessus. Ben, je vole au-dessus parce que je suis libre. Oui, mais pourquoi? Tu n'es pas obligé. Mais parce que je ne suis pas obligé. Mais oui, mais justement. C'est l'effet de liberté. Non, mais tu n'es pas obligé de voler. Oui, mais quelque part, tu choisis. Tu vois, parce que c'est le sentiment que j'ai dans ton travail, pas seulement dans ton travail, mais dans ta personnalité, c'est que tu fais des choix et tu compartimentes. Et tu mets les choses correctement et tu mets les choses bien en place de façon à ce que tu aies une sorte d'ordre, en fait, et de paix dans ta vie. Peut-être. Et donc, forcément, il y a des choses que tu choisis quand tu fais un choix, il y a des choses que tu choisis de ne pas prendre. Mais ça a une influence au bout du compte. Instinctivement, ouais, peut-être il y a des choses que je ne veux pas instinctivement, ou que je ne vais pas dessus, je ne vais pas vers instinctivement. Mais c'est vrai que je ne me pose pas toutes ces questions. Et maintenant qu'on te les pose. J'aime bien cette question, maintenant qu'on te les pose. Moi, je dirais que j'ai une liberté qui fait que il y a une part d'instinctif qui joue, et forcément peut-être il y a des choses que je ne vais pas vers parce que ça ne me touche pas ou ça ne me parle pas ou voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que peut-être ça te parlera un jour? Ben, peut-être, mais en tout cas là il y a des choses qui ne me portent pas et auxquelles naturellement je ne vais pas vers. Si on te passe une commande sur, imaginons, l'abolition de 1848, est-ce que c'est quelque chose que tu refuserais, par exemple? Ça dépend si je suis libre. Mais oui, mais en fait, tu es libre, mais il y a un thème. Hein. Je veux dire, tu es libre de te critiquer. Tu ne vas pas faire on peut faire ce qu'on veut d'un thème. Hein. Ah ben non. Avec de l'imagination. Non, quand je vois des fois des expositions autour de thèmes, je vois pas mal de choses. Donc ça peut aller loin. Oui. Ça peut aller loin. Après, c'est sûr qu'on va parler du thème. Oui, pourquoi pas. Comment ça se passe au CAC? Tu as fait une œuvre là-bas? On va la regarder. Ah, on l'a pas tout de suite. C'est une fresque, c'est ça. Comment ça s'est passé au CAC? Comment tu es arrivé là déjà? Alors, je suis arrivé encore une fois. Des choses. Alors, j'entendais pendant des mois des choses qui se passaient. Bon, alors moi, je suis à Trois-Rivières. Hein, c'est le bout du monde. C'est vraiment le calme et voilà. Et puis un jour, encore une fois, l'envie, par curiosité, j'y étais et puis j'ai voulu apporter ma contribution puisque je trouvais les revendications en termes de symbolique pertinentes. Et j'ai demandé... Symbolique, c'est pas tellement symbolique, les revendications sont plus d'ordre de politique culturelle. Politique tu étais d'accord, quoi. Mais il y avait l'idée aussi de vraiment... poser la question, de secouer l'institution, etc. Ça t'a plu, ça, en fait? En tout cas, la revendication, ça m'a plu.
je me suis senti, j'ai compris ce qu'ils voulaient dire, et c'était ma façon aussi de me joindre à eux. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que c'est un peu politique aussi, c'est mené par un mouvement indépendantiste? Est-ce que quelque part tu rejoins aussi ce mouvement? Alors moi je rentre pas dans tout ce qui est politique, je rentre plus dans des choses qui vont me toucher personnellement. En termes de revendications, je comprenais leur langage, mais je rentre pas dans la politique. C'est pas quelque chose que je... Ça veut pas dire que j'adhère pas à leur politique, mais je suis libre. Je suis rentré parce que je suis d'accord avec les revendications. Oui, mais il y a deux revendications. Il y a la revendication de politique culturelle où ils disent qu'ils veulent de meilleurs lieux et des lieux en tout cas. Et il y a une autre ils ont fait une vidéo où ils disent que le mouvement du CAC est un mouvement politique qui est mené par de toute façon, une revendication politique, mais de politique politicienne, c'est-à-dire indépendantiste. Moi, ça me dérange pas. L'idée ne me dérange pas. C'est ça. Après, c'est ce qu'on va en faire, c'est ça. Mais l'idée sur le papier, l'idée de trouver cette forme d'autonomie, c'est pas quelque chose qui me dérange. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as peint du coup? Alors là, c'était dans l'après-midi. Déjà, ça se voit pas bien sur la photo, mais c'est quand même relativement grand. Ça fait quoi, au moins 2 mètres de haut? Je pense que ça doit faire 2 mètres de haut, 2 mètres et demi sur 2 mètres. Et Joël Nankin que j'ai rencontré, que j'ai eu plaisir à rencontrer justement à ce moment-là, dans l'espace, oui. Qui m'a donné la liberté de choisir, qui m'a donné un mur et puis. Et du coup, vraiment. Hein. Un mur qui n'est pas vraiment à lui. Et du coup, ça m'a vraiment déjà la discussion avec lui, je pense que ça m'a aussi inspiré. Et du coup, j'ai fait ça un après-midi. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit nègre aussi? C'est l'esprit nègre puisque en fait il y a la dimension graphique. C'est un portrait de Nankin? Non, c'est pas un portrait de Nankin. C'est l'esprit nègre au Centre des Arts, un vendredi après-midi. Excellent. Voilà. Et il y a deux choses que tu fais parfois dans ton travail que j'ai remarqué dans les 2 prochaines photos. Parce que tu as le dessin et tu as la couleur. Tu vois, et en réalité souvent la couleur suit plutôt le dessin, mais là par exemple la couleur est indépendante, mais ton dessin apparaît à la fois avec des lignes noires et des lignes blanches dans le même espace. Est-ce que tu fais ça exprès ou c'est venu comme ça? C'est venu comme ça. En termes de composition, je peux pas dire que je fais ça exprès, mais je pense que c'est venu comme ça. Peut-être. Il y avait l'idée aussi de signifier de façon plus frontale les esprits tels que je les imaginais. Et c'est vrai que le côté blanc, ça me rappelle beaucoup de choses que j'ai pu voir un petit peu dans les représentations africaines en termes de maquillage, etc. Et c'est vrai que ça me paraissait beaucoup plus pertinent là, quoi. En termes de composition. Il y a un côté... Est-ce qu'on peut dire mystique? Est-ce que c'est un mauvais mot? On me le dit souvent, dans ta personnalité. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, mais après, je sais pas. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire du mystique en se disant tiens, aujourd'hui je vais faire du mystique? Non, mais on peut l'être soi. C'est-à-dire que par exemple, quand toi tu dis que tu imaginais des esprits, etc., quand tu étais petit, tu pourrais dire que ces esprits sont restés avec toi. Oui. Et que tu vis avec eux, que c'est pas quelque chose de courant. Moi, par exemple, je peux pas dire ça, et on rencontre peu de gens qui peuvent dire ça. C'est vrai que moi j'ai toujours cette idée que on porte avec soi des choses invisibles. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une pièce, on porte avec soi des choses de ses ancêtres, des énergies, etc. Donc moi je crois vraiment à ce monde invisible, qu'on n'est pas tout seul en fait, qu'on a aussi notre passé avec soi, qu'on a... Ce sont des esprits que tu imagines leur forme? Oui, j'imagine leur forme. Et tu les retranscris sur la toile? J'essaie.
puisqu'on n'arrive pas toujours à en transcrire, en tout cas moi j'arrive pas toujours à en transcrire sur ce que je vois. C'est une discussion qui a l'air un peu ésotérique, mais à laquelle je crois, parce que moi aussi, quand je fais des dessins, c'est vraiment ce sentiment que j'ai d'être une sorte de passage, quoi. C'est-à-dire que c'est des choses qui existent ailleurs et qui passent, en fait, et qui passent Oui. À travers notre mouvement, quoi. Oui, bien sûr. Et je pense que l'esprit nègre, c'est pour ça qu'il y a cette forme de variation, puisque moi j'aime bien prendre des cahiers et commencer par un dessin et ensuite faire des variations, puisque j'ai toujours l'impression que c'est très furtive, donc on n'arrive jamais à attraper ce truc-là. On essaie d'attraper des morceaux, mais ce sont des énergies, c'est vraiment féerique. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas des choses qu'on peut dessiner. Et c'est des choses que tu as avec toi en permanence, ou c'est quand tu peins que ça se manifeste? Encore plus quand je peins. D'accord, donc tu arrives à les convoquer, presque, on peut dire. Oui, on va dire ça. Tu nous as envoyé un poème qui commence, en tout cas je ne sais pas si ça commence comme ça, mais dedans il y a 2 phrases. Les morts ne sont pas sous terre. Et aussi la mort et la vie sont partout. Est-ce que... Alors c'est un poème de Bigaro Diop. Et ce poème, c'est quelque chose. Si je devais parler de mes œuvres, je mettrais ce poème, ce qui s'appelle Le souffle des ancêtres. Et ça parle en fait de l'idée ça revient sur ce qu'on disait, c'est-à-dire les choses qu'on porte avec nous, des mémoires, et que les morts sont parmi nous, quoi. En fait la mort, en fait, c'est l'idée que la mort, ça s'arrête pas. C'est que il y a des choses qui transcendent, quoi, qui vont plus loin, Alors moi je crois pas du tout aux incarnations, je suis pas du tout dans ce truc. Mais la mort, ça continue, mais les esprits que tu vois sont des gens qui sont morts et qui sont... Non, pas des gens que je connais, c'est vraiment... Non, pas des gens que tu connais. Oui. Mais est-ce que c'est... je vois. Toi, tu parles de la mort des gens qui te sont chers. Oui, il y a cette dimension aussi. Par exemple, dans notre culture, on fait des veillées, on fait tout ça. Il y a des gens aussi qui, par exemple, à Toussaint, moi j'assimile ça à des choses où, pour moi, ça représente tout à fait ce poème-là. Les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous, puisque les gens vivent avec leurs morts. Lorsqu'on voit à la Toussaint comment les gens nettoient leurs tombes, apportent des fleurs, etc., chaque année, il y a des civilisations où il y a ce côté... J'avais vu ça aussi à Tokyo, où il y avait des chapelles partout. Ah oui, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, quoi. Ah oui. Est-ce que ce qu'on peut dire pour finir? Ce qu'on va dire pour finir, c'est que cette discussion n'est pas du tout morbide, ou voilà, la mort, c'est pas forcément... Enfin, moi, dans mon travail, c'est pas quelque chose... Parce que souvent, les gens pensent esprit, les choses qui font peur, etc. Non, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose de... Il y a une grande part d'imaginaire, d'évasion. Et puis, l'esprit, chez moi, c'est vraiment... l'idée encore ça revient sur ce qu'on disait au début, d'élévation, c'est-à-dire de sortir de l'état qu'on est. Et peut-être, on a toujours l'idée que c'est mieux ailleurs, donc c'est toujours l'idée de s'évader, de s'échapper, etc. Thank you very much. Merci. I will see you next time. Yes. Bye bye.